Bonjour à tous. Nous allons dans un instant discuter avec nos deux invités pour cette 4e émission, une table ronde intitulée « Défier l'Amérique, naviguer à contre-courant » en compagnie de Frédéric Siriès et Eddie Harris. Et ensuite, vous découvrirez la librairie à la une et son coup de cœur littéraire. Et enfin, à la fin de cette émission, nous suivrons l'auteur-illustrateur Matisse lors de sa rencontre avec les élèves de l'école Pablo Picasso de Chaumont. Bonjour Eddie Harris. Bonjour. Bonjour Frédéric Siriès. Bonjour Sarah. Merci à vous d'être ici. Alors nous parlerons d'Amérique, mais pas seulement, parce que je crois que nous allons surtout parler ensemble de défis, de combats avec soi-même, de combats avec les autres, d'hommes de leur temps, d'hommes qui à un moment donné dans leur vie décident de peut-être changer de vie, de tenter le tout pour le tout. Alors, ou parce que, dans le cas d'Eddie Harris, on est écrivain, mais depuis 7 ans, on essuie des échecs, échec sur échec, et dans les années 80-90, à 30 ans, âge où on commence peut-être à se poser, à regarder un peu en arrière, à poser ses bagages et se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et qu'est-ce que je ferai plus tard de ma vie. Et quand on est Eddie Harris, on ne fait pas les choses à moitié, on se dit, vous êtes à ce moment-là à Saint-Louis, vous vous dites, Eddie, je vais descendre le Mississippi, alors pas comme tout le monde bien sûr, mais je vais aller de sa source jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en canoë et tout seul. Alors on peut sourire de ça, mais au final, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que je le disais, c'est un défi personnel. Je tente le tout pour le tout. Si j'arrive jusqu'à la Nouvelle-Orléans, j'aurai réussi quelque chose, et peut-être que j'aurai des réponses à mes échecs ou à mes questions, à la vie d'homme que j'ai. Mais plus que ça, et cette aventure que vous racontez dans Mississippi Solo, qui est votre premier livre aux États-Unis, mais qui vient seulement d'être publié et traduit en France, alors qu'on vous connaît, nous, depuis 2000 grâce à Harlem, dans ce livre Mississippi Solo, qui raconte cette aventure, ça va beaucoup plus loin, parce que finalement, tout au long de ce livre-là, il y a la question d'être noir. Parce que si ce n'est pas le sujet du livre, c'est tout de même quelque chose que nous, lecteurs, on a d'un bout à l'autre, parce que juste avant de partir, l'un de votre oncles, Robert, vous dit que au long du chemin jusqu'au sud, vous allez faire face à cette question noire. Alors que jusqu'à l'âge de 30 ans, à ce moment-là, vous ne vous étiez jamais posé la question de la couleur de votre peau. Enfant, vous n'aviez qu'une envie, c'est d'étudier ou de jouer. Mais cette couleur ne vous importait pas. Et finalement, ce voyage-là sera aussi lié à cette question des Noirs, de votre couleur, de cette question où sont les Noirs. Et à travers ce Mississippi qui traverse l'Amérique au centre même des États-Unis, il y a aussi toute l'histoire, d'une certaine manière, des États-Unis, sociale, politique, économique, culturelle. C'est tout ça que questionne votre livre, à travers cette aventure qui peut faire sourire aussi par moments, parce que c'est extrêmement drôle. C'est très physique aussi, le canoë. Il y a aussi un risque que l'on prend quand on prend son canoë tout seul à traverser les États-Unis. Donc voilà un peu toutes ces questions que pose votre livre. Avant de présenter Frédéric Siriès et la figure qui est derrière Frédéric Siriès, peut-être simplement cette question, à 30 ans, vous étiez fou quand vous avez décidé de faire ce projet? Absolument. À la base de tout, c'était la folie. Et c'est en écoutant les gens qui parlent de ce livre et qui parlent de ce voyage que je me rends compte à quel point le voyage était plus important que j'ai cru et à quel point c'était la folie en même temps. Je n'avais pas la question de race dans ma tête quand je suis parti. C'est le Robert qui a mis dans ma tête l'imagination où la question, vous allez partir d'une partie du pays où il n'y a pas beaucoup de Noirs, pour descendre dans le sud, où les gens sont toujours un peu douteux vers les Noirs.
À part ça, je n'avais pas cette notion, et même en voyageant, et même après, c'est en lisant le livre où a cette subtilité, ce sous-courant qui parle de la question raciale. Parce que pour moi, si je ne savais pas qu'un noir a écrit ce livre, à part 1 ou 2 épisodes, je ne saurais pas que c'était un noir qui était l'auteur. Alors, quasiment 30 ans après avoir écrit ce livre et fait cette aventure, on le voit aussi différemment et on fera aussi des bonds dans l'histoire et on se posera cette question-là aussi, d'autant que nous, effectivement, on vous a connus avec Harlem et que cette question noire oui, mais la et question du racisme est là. se lève avec le livre aussi, parce que juste après ce livre, je pars en Afrique. J'ai fait un livre sur mon voyage pendant 1 année en Afrique, et après l'Afrique, j'ai fait un voyage dans le sud des États-Unis. Donc ça, c'était l'évoqueur peut-être de ce questionnement sur l'identité. Pour poser la question, qu'est-ce qu'un noir? Qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Dans tous mes périples à travers le monde. Donc le Mississippi, où difficile de dire que c'était un noir qui a écrit ce livre, vers cette question très importante, qui est un noir dans ce monde? Alors la question noire, toute sa vie, Frantz Fanon, l'homme qui est derrière vous, Frédéric Siriès, se la posera, ou plutôt il s'en fera un combat, un vrai combat, un combat d'écrivain, mais un combat avec les armes aussi. Il est mort en 1961 à Washington, aux États-Unis, où il était venu se faire soigner pour une leucémie. Or, il était inconnu aux États-Unis à sa mort. Mais 10 ans plus tard, dans les années 70, il va être l'une des voix des militants noirs. Son œuvre sera présentée comme le manuel de la Révolution noire qui est en train de changer le monde. Il deviendra important pour les Américains. Mais Frantz Fanon, c'est plus que ça, c'est pas le défi américain. Avant qu'on se rende compte, vous me disiez, c'est le défi français. Il a défié la France, Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, qui avait choisi comme pays d'adoption l'Algérie, et comme sujet les colonisés africains. Très vite, après une déception en France, vous nous le raconterez, il est parti en Algérie faire son métier. Et très vite, il a embrassé la cause des Algériens et des Africains du Nord. Mort très jeune. Et ce que vous nous racontez dans votre livre, Frantz Fanon, un récit graphique, c'est 3 jours de sa vie. On va remonter le fil du temps, mais 3 jours importants. Quelques mois avant sa mort, 1961, à Rome, pendant 3 jours, il va côtoyer Sartre. Il a demandé que Jean-Paul Sartre signe la préface de son livre « Les damnés de la terre ». Sartre a accepté. Ils se rencontrent pour la première fois pendant ces 3 jours à Rome. L'occasion de remonter le fil de la vie de Fanon. L'occasion aussi de se faire se rencontrer 2 intellectuels, l'un qui a choisi la plume, l'autre qui a choisi la plume, mais aussi les armes. Et le message dans votre bande dessinée, c'est quand Fanon dit à Sartre « Posez la plume, prenez-vous aussi les armes ». Combattez physiquement aussi. Pourquoi Frantz Fanon? Qu'est-ce qui vous a fait écrire celui, donner l'envie de raconter la vie de cet homme qui n'est pas connu par tout le monde? Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les jeunes connaissent vraiment la figure de ce grand défenseur des droits africains. Alors, Frantz Fanon est né en 1925. Et effectivement, il est mort en décembre 1961 en banlieue de Washington. Le projet profond, oserais-je dire, de ce roman graphique, c'était de faire découvrir à un public relativement jeune la figure et la pensée de cet écrivain qui est extraordinaire et qui, bien sûr, a posé la question noire. Qu'est-ce que la couleur de peau? Qu'est-ce qu'être noir sur un territoire colonisé par la France, mais je dirais encore plus profondément à la source, tout comme le Mississippi a une source. Frantz Fanon est un penseur de la désaliénation. Voilà, ça c'est universel. Voilà, c'est ça profondément qui l'intéresse. Alors, Peau noire, masque blanc pose effectivement, dès 1951, la question de l'aliénation des Noirs, finalement, par l'excès de présence consciente ou inconsciente du blanc
dans la psyché des Noirs. Voilà. Fanon, c'est quelqu'un qui, en permanence, se bat avec la pensée. Ce qui, moi, m'a intéressé, je suis écrivain. Si je n'avais pas eu le sentiment que Fanon était écrivain, je ne pense pas que je me serais permis d'écrire sur lui. Je m'explique. Je pense qu'il m'a parlé de par, pas simplement l'intensité physique qu'il met dans ses mots, mais par, je pense, l'écho qu'ont eu en moi les résistances et les difficultés qu'il a eues à formuler sa pensée et à exister comme auteur. Rien n'a été simple pour lui, et la fin malheureuse de sa vie à 36 ans en témoigne. Qu'est-ce qu'il fait justement? Parce que c'est ça le cœur même, c'est un écrivain, comme vous le dites, un vrai écrivain, mais qui à un moment donné a pris les armes, a combattu sur le terrain. Comment on l'explique? Alors, il n'a pas tout à fait pris les armes. Il les a pris d'une autre manière, c'est ça aussi qui est très intéressant. Alors, il a été le porte-parole tout d'abord, il a travaillé en Algérie, à Blida, après avoir reçu une formation de psychiatre d'avant-garde en France, en Lozère, auprès du grand psychanalyste catalan François Tosquelles. Il est parti travailler à Blida, et là, il a compris quels étaient les dégâts de la colonisation sur la psyché des Algériens avec lesquels il travaillait. Ça, il l'avait déjà entendu à Lyon, dans les quartiers populaires, si vous voulez. Lui a pris fait et cause pour le FLN, qu'il a rencontré à la fin de son séjour à Blida, mais Fanon, si vous voulez, n'a jamais été en tant que tel un militaire. Après, je ne vais pas raconter tout son périple, les gens le découvriront, il est devenu le porte-parole du FLN à Tunis, et il a fantasmé d'une certaine manière, il a rêvé, il a peut-être un peu idéalisé, la possibilité d'une révolution pan-africaine. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il a remonté tout le Sahara pour faire du repérage militaire concret avec des gens qui étaient la base finalement d'une structure militaire en vue d'attaquer les derniers bastions coloniaux au Maghreb. Voilà. Donc prendre les armes, c'est ça. On peut pas dire que, j'essaie d'être simplement précis, que Fanon n'a pas été un soldat. C'est un soldat de la pensée, ça oui, mais c'est pas quelqu'un qui a tiré. En revanche, il a été sur le terrain pour comprendre. C'est ça aussi ce que alors pour comprendre, et dans des modalités terribles, donc à l'hôpital psychiatrique, là on écoute des gens, ce qui est un accès quand même essentiel à la psyché d'autrui sur un territoire colonisé, mais il a aussi fréquenté les enfants, ça c'est très intéressant, traumatisés par la guerre dans des camps de réfugiés à la frontière tunisienne, en plein milieu, dans la deuxième partie des années 50. Donc effectivement, c'est un homme de combat, c'est un homme engagé, voilà. Mais pour la partie algérienne, on ne peut pas dire qu'il a été un militaire. Par contre, il faut quand même préciser, il a été blessé de guerre pour la France, et là, oui, il a été soldat. Il a été soldat durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs là qu'il a pris conscience de la couleur de sa peau, à savoir que le noir était infériorisé dans la hiérarchie des soldats. Il a été blessé au front en Alsace en 1944. Il a été cité croix de guerre. Et Fanon a cette particularité d'être toujours là où il faut être et toujours là en même temps où il ne faut pas être. Il a été cité, c'est génial, par Raoul Salan, qui allait devenir quelques années plus tard le chef de l'organisation armée secrète, l'OAS, donc pro-Algérie française, autrement dire un ultra-nationaliste. Voilà, Fanon c'est ça. Il est toujours au cœur de la contradiction, et ça il l'habite de manière magnifique. Alors quand il était jeune, il a écrit du théâtre. C'est aussi ça, si vous voulez, sa source. C'est que son désir premier, c'est un désir d'auteur. C'est pas quelqu'un qui désire penser pour émettre des concepts. C'est quelqu'un qui désire émettre des concepts en tant que ces concepts sont habités par un corps et par un désir de langage. Voilà, je suis très très bavard, Fanon m'exalte, j'en suis chagrin et je vous laisse parler. Alors, cela dit, vous dites, c'est quand il combat pour la France en 1944 qu'il se rend compte qu'il est noir. Au Maghreb. Parce qu'en fait, il débarque à Casablanca. Et après, il est formé, en fait, si vous voulez, au Maroc et en Algérie. Alors, pas complètement. À 18 ans, vrai. quand il est chez lui à Fort-de-France, il voit débarquer des milliers de soldats français qui ont combattu. Et c'est là où il se rend compte qu'il est noir. Bien plus tôt, finalement. Alors, il y a effectivement cette première violence, qui est la présence, finalement, de la marine pétainiste dans la baie de Fort-de-France. Et lui, en fait, va s'engager dans ce qui s'appelle la dissidence. C'est-à-dire qu'il rejoint la résistance martiniquaise à la Dominique.
Voilà. Mais ce que vous dites est tout à fait juste. Voilà. Maintenant, vraiment, de manière aiguë, si vous voulez, non plus simplement sur un plan martiniquais, la différence raciale, lui va vraiment l'éprouver au Maghreb, au contact des tirailleurs sénégalais, des soldats voilà, qui ne sont pas blancs. Voilà. Eddie Harris, on disait que vous, cette conscience raciale, différence noire, vous ne l'aviez pas. On vous a prévenu, Robert vous prévient, si tu descends le Mississippi en canoë, tu vas te rendre compte de cette différence-là. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Puisque c'est ça le cœur de la question finalement. Est-ce qu'effectivement, il y a eu une conscience de différence Je suis naïf. On commence avec ça comme base. Mais ça ne veut pas dire que je suis idiot. Donc quand on me prévoit qu'en descendant le Mississippi, vous allez confronter quelque chose, dans les arrière-pensées, est-ce que, en tant que noir, je vais vivre des choses comme un autre noir? Et c'est ça que je refuse à faire. Je suis conscient que je suis noir de peau, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Que dans les yeux de l'autre, je suis noir, et ils vont me traiter comme ceci ou comme cela, selon quels critères, je ne sais pas. Mon approche à la vie, c'est de vivre la vie comme j'ai envie de vivre. La question de confronter physiquement avec des armes, mon arme n'est pas un pistolet ou un fusil. Mon arme, c'est ma présence. Je suis présent dans le fleuve du Mississippi pour dire que ce fleuve appartient à moi. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai appris le long du deuxième voyage du Mississippi, pas pendant le premier. Et en étant dans le fleuve ou sur le fleuve la deuxième fois, le dicton constant est « ce fleuve appartient à moi », qui veut dire aussi que ce pays appartient à moi, cette vie appartient à moi, noir ou pas noir, et je vis la vie, ma présence est une arme. Être noir et grand prenait un nouveau sens, écrivez-vous, à cause du long voyage qui m'attendait assis en tailleur dans un canoë. Être noir à cause de mes perceptions et de celles dont je serais l'objet. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, on se sent appartenir à un pays parce qu'on le traverse au cœur même presque c'est la respiration, le fleuve des États-Unis, mais il y a aussi l'image qu'on transmet, ce que les gens perçoivent de nous. Et là, vous vous rendez compte aussi qu'en fonction des endroits où vous vous arrêtez, on ne vous perçoit pas de la même manière. Ou c'est peut-être vous, parce que moi je l'ai lu aussi comme ça, c'est vous qui vous posez systématiquement la question de comment vous allez être perçu, parce qu'on vous a prévenu. La question est là, toujours. Quand je rencontre quelqu'un, soit dans le canoë, soit en bicyclette, ou en vélo, ou en voiture, ou je ne sais pas quoi, mais cette question est toujours là, un noir confrontant un monde qui est blanc. Comment ils vont me recevoir? Si j'hésite, ça montre à quel point la couleur de peau est importante. L'hésitation est dans la peur de la confrontation dans les yeux de l'autre. C'est pas dans moi, parce que moi, je ne suis pas forcément noir juste parce que j'ai une peau qui est noire. Moi, je suis qui je suis. Grand, chauve, vieux, toute autre chose en même temps. Mais dans les yeux de l'autre, c'est là où je vois que je suis noir, dans l'approche. Et donc, j'hésite ou je n'hésite pas grâce à la fortitude qui est dans mes tripes. Oui, et vous dites aussi, je suis d'abord ce que je suis à l'intérieur de moi, avant d'être ce que je suis à l'extérieur. Oui. C'est ce que dit Fanon. Fanon, on pourrait dire ça de Fanon. Lui aussi dit, à un moment donné, on est de ce qu'on est à l'intérieur. Et pas, c'est son combat aussi à Fanon. Parce que c'est ça aussi, l'âme d'abord, et l'intérieur avant la... Son combat, absolument. Son combat, c'est la libération, et c'est tout simplement de dire que le noir, en soi, ça n'existe pas. La couleur, c'est une construction politique. Voilà. Le noir existe parce qu'il y a du blanc, malheureusement. Voilà. Il a une phrase extraordinaire. Il dit « Cette blancheur qui me calcine ». C'est un chef-d'œuvre. Cette blancheur qui me calcine. Voilà. Ce qui désigne, si vous voulez, pas simplement le surmoi, mais l'atmosphère. Fanon raisonne souvent en termes d'atmosphère. On est dans une sorte de bain amniotique
politique qui devient à terme irrespirable. L'image de la respiration est extrêmement fréquente chez Fanon. Alors, elle est devenue malheureusement centrale dans l'actualité américaine et mondiale récente avec l'assassinat de George Floyd. Voilà. Mais l'analyse de la notion de respiration revient extrêmement souvent chez Fanon. Voilà. Donc vous avez tout à fait raison. L'identité, c'est, tant que cela se peut, essayer tout simplement de respirer, d'être bien, d'être autonome. Voilà. Ça, Fanon l'apprend aussi de manière très très concrète à l'hôpital, avec des gens qui sont objectivement entravés. C'est un penseur de la liberté, mais la liberté, avant d'être libre, il faut être désaliéné. Voilà. C'est ce processus qui, d'une manière ou d'une autre, intéresse, obsède, travaille toujours Fanon. Alors qu'est-ce que cette rencontre avec Sartre va changer ? C'est une rencontre bouleversante pour moi. Déjà, c'est l'une des plus belles rencontres du XXe siècle. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, si vous voulez, pour écrire ce texte. Le livre est publié, et je crois que je n'ai pas encore paramétré à quel point cette rencontre est dingue, en fait. Voilà. Alors Sartre est quand même le grand intellectuel français à cette époque. Il est tricard, comme on dit trivialement, parce que lui, il est pro-indépendance algérienne. Et en même temps, il est vieillissant. Il boit beaucoup. Simone de Beauvoir veille sur lui. Il prend des amphétamines. Voilà. Et il y a un jeune homme qui veut le rencontrer, qui est d'une intensité totale, qui s'appelle Frantz Fanon, qui a 36 ans, qui lui est passé de l'autre côté du miroir, qui s'est engagé de manière concrète. Et donc, le théoricien finalement de l'engagement rencontre un jeune mec qui le subjugue et qui, lui, s'est, de manière très très concrète, engagé. Et c'est Frantz Fanon. L'intellectuel réellement engagé, c'est ça qui fascine Sartre finalement, cet engagement-là. Fanon a demandé une préface à Sartre, c'est ça la base de la rencontre, mais il attend plus de Sartre. Alors, il a toujours admiré Sartre. S'il lui a demandé une préface, c'est pas un hasard. La deuxième pièce de théâtre de Fanon s'appelle Les Mains parallèles, 1949. Quelques mois auparavant, il a vu Les Mains sales jouer au Théâtre des Célestins à Lyon. Il passait son temps au théâtre, Fanon. Vous voyez, quand je dis qu'il est écrivain, il a un tempérament comme ça. Voilà. Alors, il lui a demandé effectivement une préface. La préface lui a été accordée. Moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec Marie-Jeanne Manuelan, qui a été son assistante à Tunis et qui a dactylographié Les damnés de la Terre. Le premier titre des damnés de la Terre, c'est Alger, le Cap. Le Cap, la ville en Afrique du Sud. Vous voyez, donc on est dans un désir d'Afrique. Marie-Jeanne Manuelan m'a dit clairement, il était comme un gamin. Elle était avec lui le jour où il a pris l'avion pour aller voir Sartre. Il était comme un gamin. Alors c'est vraiment Fanon qui a désiré voir Sartre. Sartre s'est dit, très bien, formidable, je vais rencontrer un type super. Et je pense que c'est Sartre qui a vraiment été, en termes d'intensité, subjugué, vraiment. Vous écrivez que Sartre a en face de lui un héros. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'à un moment donné, Sartre a besoin aussi de se justifier, de dire que lui aussi est un intellectuel engagé et que lui aussi est allé sur le terrain. Et il dit à Fanon, fin 1944, j'ai été invité par le département d'État américain à voyager à travers les États-Unis. J'en ai rapporté une série d'articles pour le Figaro, dans le Sud. Je pense à Robert, là. Dans le Sud, la condition des Noirs est insupportable. J'y ai vu la ségrégation, le racisme blanc érigé en normes, la terreur policière, etc. Besoin de se justifier, besoin d'expliquer que lui aussi est allé sur le terrain pour comprendre ce qui se passait et pour comprendre la condition des Noirs. Incroyable. Alors, c'est pas simplement se justifier. Sartre est vraiment intéressé, habité par la question noire. C'est le petit-neveu du docteur Schweitzer qui a monté un hôpital en Afrique noire. Il ne faut pas l'oublier. Sartre a fait beaucoup de préfaces pour les intellectuels africains qui sont d'une certaine manière indirectement et petit à petit sa propre théorie de la décolonisation. Donc, justification, je ne sais pas, mais il est vrai qu'il a ramené pour le Figaro un reportage incroyable sur la condition misérable et terrible sur l'apartheid, on pourrait l'appeler comme ça, des Noirs en Amérique. Voilà. Petite question, pourquoi on parle de la question noire au lieu de la question blanche? Parce que le problème n'est pas en moi. Le problème est comment on me voit. Mais c'est ce que fait Fanon. Son premier livre s'appelle Peau noire, masque blanc. Il a toujours cette mise en relation du noir avec le blanc en tant que le blanc
crée le problème noir. Vous voyez, c'est absolument le cœur de la pensée de Frantz Fanon. Et c'est exactement la question que vous posez vous aussi quand vous traversez le Mississippi. C'est comment on me regarde, moi. C'est comment les autres me regardent. Oui. Alors, 30 ans après, parce que ce livre ressort 30 ans après, forcément, on n'a pas la même lecture qu'avant. Les choses ont changé aux États-Unis, mais dans le monde aussi. Cette question-là se pose aussi encore aujourd'hui. Comment vous voyez ça et quelles réflexions vous vous posez? Et vous avez fait, comme vous disiez, à nouveau ce trajet-là. Oui, déjà, il faut voir que le pays a changé. Il y a beaucoup de différences entre le pays 88 et 2014 quand j'ai fait le deuxième voyage, mais aussi en allant plus loin dans le passé. C'est pas le même pays que j'ai vécu quand j'avais 6 ans, que quand j'avais 30 ans, que j'ai vécu quand j'avais 60 ans. Une constante évolution et le pays est vachement bien, au mieux pour les Noirs et pour les Blancs, qu'il était il y a des années. Il faut reconnaître ça. Il ne faut pas rester dans le cliché de l'Amérique raciste. Oui, bien sûr, c'est un pays raciste, sinon George Floyd ne sera pas mort. En même temps, les institutions sont un peu différentes maintenant. Le racisme des années 60, les années 70 ne sont plus là. Peut-être plus subtils, mais pas de la même façon qu'ils étaient avant. Pour les Noirs, la situation a vachement changé aussi. Donc, quand je fais le deuxième voyage, première chose à reconnaître, c'est que le président était noir. Vaste changement depuis même quelques années avant. Impossible de penser que nous aurions un président noir. Pendant le voyage, le président est noir, mais sur l'horizon, on voyait que c'était déjà le recul anti-Obama qui était sur la surface, ou juste sous la surface, pour dire que dans quelques années, Trump allait arriver, les choses vont rechanger vers le plus négatif. Donc, le deuxième voyage, c'était pour voir qu'est-ce que c'est le pays maintenant, après les années Obama et après les années Trump, pour voir est-ce qu'on me voit différemment maintenant qu'on a vu il y a 30 ans. Qu'est-ce que j'allais vivre? Est-ce que la perception d'un noir dans un canoë va être plus agréable dans les yeux des Blancs ou plus trumpien? Et c'était ça la base du pourquoi je voulais faire le deuxième voyage. Y a-t-il une meilleure façon de voyager sur le Mississippi qu'en canoë? Vulnérable, seul et noir de peau, une façon plus intense et plus inspirante? Je ne crois pas, écrivez-vous. Quelle mise à l'épreuve cela a été, quelle façon unique de connaître cette nation. Alors ça m'intéresse cette question de nation et de terre, parce que finalement, peut-être qu'on pourrait aussi trouver ce point commun entre vous et Frantz Fanon, parce qu'il y a un amour d'une terre, indépendamment de la couleur de peau, de la défense raciale, etc. Il y a un amour. Vous dites, le fleuve représente une part très importante de notre passé et de notre avenir aussi. À part la question raciale, il n'y a rien de plus américain que le Mississippi, rien qui semble plus immuable. Il y a aussi, dans votre livre, un amour inconsidéré, inconsidérable pour le fleuve, pour ce qu'il est, pour les États-Unis, pour les strates comme ça qui ont changé, pour les ingénieurs qui ont parfois peut-être fait des choses pas toujours bien, parce qu'ils ont changé le fleuve, ils en ont fait ce qu'ils voulaient, ouais. Mais tout de même, il y a un amour pour une terre, pour un pays, pour des États. Et c'est ça aussi, Fanon, c'est un amour pour l'Afrique aussi, qui fait qu'à un moment donné, on combat ou on écrit. C'est ça qui est certainement le plus important dans ce que vous faites, Eddie Harris. C'est cet amour. Un amour pour le pays, pour l'histoire, mais aussi pour les gens. En faisant le voyage, je donne une sorte de confiance aux gens que j'allais rencontrer pour dire que je mets ma sécurité dans vos mains et vous faites comme vous allez faire. Et la plupart du temps, les gens, ils renforcent ma confiance en eux.
C'est la rencontre, c'est la confiance qu'on laisse aux gens qui fait qu'à un moment donné, les gens ont le même comportement, finalement. C'est ça. Oui, c'est ça. Et je pense que les Américains, même avec l'histoire abominable, même avec le racisme qui est abominable aussi, les gens individuellement, ils sont assez bien. Et en confrontation avec une personne, individu face à un individu, les gens sont plutôt bien. Frantz Fanon, c'est une rencontre avec des gens, avec un pays qui lui fait vraiment donner envie et le goût du combat, puis de l'écriture, ou inversement. Alors, Fanon, il ne faut jamais perdre de vue qu'il est créole. Il est martiniquais. Et ça, c'est très fort, c'est un Caribéen. Voilà. Donc, la rencontre, elle est primordiale, bien sûr, pour Fanon. Chez Fanon, il y a vraiment une sorte de, si vous voulez, de superposition de plein d'espaces possibles. Il y a Fanon de martiniquais, il y a aussi la France pour Fanon, la culture européenne, la grande culture, ses grandes lectures au théâtre, Shakespeare, Nietzsche. Et puis il y a effectivement l'Algérie. Voilà. Il y a l'Algérie qui est le pays qui lui semble être, au moment où lui est dans une intensité révolutionnaire, le modèle possible pour une révolution pan-africaine. Je répète, Les damnés de la terre, c'est le titre, je le précise, d'un poème de Jacques Roumain, un poète haïtien. Voilà, debout les damnés de la terre, c'est aussi l'international. Voilà, mais le premier titre, c'est Alger le Cap. Donc il y a effectivement cet amour, ce retour à une sorte de terre première qui serait l'Afrique. Voilà, mais qui ne traduit pas du tout un oubli de la Martinique. Voilà, mais effectivement, la question du territoire, on casse les frontières quand même, hein, chez Fanon, on est là-dedans, sa remontée du Sahara le dit, et voilà, c'est magnifique. Son désir d'Afrique, dans les damnés de la terre, c'est absolument somptueux. Et ça part quand même d'une déception, une déception de la France totale chez Fanon. On le sent dans votre livre, très en colère. C'est un homme en colère qui ne s'arrête jamais, qui s'impose de dormir parce que finalement Sartre va dormir à minuit, lui aimerait bien continuer. On a le sentiment qu'il a une sorte d'urgence, alors on sait qu'il est malade, mais comme une urgence, c'est toujours en colère, cet homme. Alors dans Fanon, il y a non. Et c'est un homme à qui on a beaucoup dit non. La France, d'une certaine manière, alors je parlais de la francité de Fanon tout à l'heure. Fanon a été forgé, si vous voulez, comme beaucoup d'Antillais, dans l'idéal des Lumières, de la grande France universaliste. Donc il a été déçu, évidemment, quand il a compris ce que c'était que la France pétainiste, quand il a compris ce que pouvait être éventuellement l'armée française. Quand il a écrit du théâtre, il a envoyé ses pièces à Jean-Louis Barrault, qui ne lui a pas répondu. Il a écrit à Léopold Sédar Senghor, c'est pas la France, mais pour montrer à quel point on lui a dit non. Pour travailler à Dakar, à l'hôpital, on ne lui a pas répondu. Fanon est un homme littéralement blessé. Il a été blessé en Alsace, mais il est blessé effectivement, affectivement. Et voilà. Humilié aussi en tant que professionnel, notamment, vous parlez de confiance, mais quand il arrive en Bretagne, non, en Normandie, on ne lui fait pas confiance. Il arrive, il dit qu'il est le médecin. Alors c'est pas du racisme tout à fait, c'est la bêtise ambiante. J'en ai bien discuté avec un grand spécialiste de Frantz Fanon, qui s'appelle Jean Calfoc, qui est professeur à Cambridge, qui a fait, si vous voulez, l'édition des œuvres psychiatriques de Fanon à la découverte. Et lui m'a dit, c'est pas du racisme, c'est la bêtise ambiante de l'époque. C'est plutôt ça. Mais lui le ressent. Dans la bande dessinée, on a vraiment essayé d'être nuancé. Il faut faire la part des choses. Mais oui, c'est un homme qui a été en grande souffrance. Voilà. Mais c'est un homme qui trace sa route. La géographie chez Fanon, c'est passionnant. Par exemple, il s'arrête à Paris, il reste pas trop longtemps. Il trace sa route. Il va à Lyon, il est formé à Lyon. D'autres choses sont possibles autre part, il va autre part. Et puis après, c'est Blida en Algérie, c'est Tunis, c'est Accra au Ghana. Il est ambassadeur pour le FLN. Et puis voilà, c'est tout son périple. Ça reste un homme en mouvement, c'est un homme qui ne s'arrête pas, c'est un homme d'une incandescence totale. Petite chose sur lui qui est incroyable, il a toujours, vous avez parlé d'urgence, vous avez tout à fait raison. Un professeur de médecine lui avait dit à Lyon, Fanon, vous mourrez jeune, vous faites trop de choses. Voyez ? Et lui, je pense qu'il avait ce sentiment très étrange chez certains que ça ne durerait pas longtemps. Voilà, donc effectivement, il est à fond la caisse tout le temps. Oui. Alors derrière lui, il y a les figures de Senghor, entre autres, forcément. Qu'est-ce qu'il pense de Senghor ? Il le dit à Sartre. Il en pense quoi de la pensée de Senghor ? C'est tellement compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire ce que pense Fanon de son corps ? Vous le dites un peu, il n'est pas forcément complètement d'accord.
Mais je pense qu'il est, il est en quête. Enfin non, je pense qu'il est en quête d'un corps héroïque qu'il n'arrive pas à avoir, mais que les Martiniquais, d'une certaine manière, n'arrivent jamais à avoir. Ils sont toujours dans une sorte de surmoi, de surhéroïsation de ce qu'ils sont. Voilà. Mais son corps, il a envie de le libérer. Il a envie de faire le Mississippi 10 fois. Voilà. Mais ce dont il a envie profondément, c'est pas simplement que lui le fasse, c'est que tout le monde puisse le faire. Voilà. Vous voulez que je vous lise un petit passage sur cette question ? Dites-moi. Allez-y. Page 34, je crois. Je pense qu'indirectement, là, Fanon nous dit quelque chose de son propre corps. Donc c'est un passage qui est tiré de la section de la violence dans Les damnés de la terre, publié à la fin de l'année 1961. Ça va parler, je pense, à l'explorateur que vous êtes. La première chose que l'indigène apprend, c'est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C'est pourquoi les rêves de l'indigène sont des rêves musculaires, des rêves d'action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j'éclate de rire, que je franchis le fleuve d'une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 9h du soir et 6h du matin. Voilà. Dans les rêves, on ne peut bouger, traverser le fleuve que dans nos rêves quand on est colonisé. Et effectivement, forcément, on pense à ce que vous avez fait. Alors, non pas colonisé, mais ce choix de descendre le Mississippi, c'est aussi une façon de pousser ou de réaliser un rêve. Oui, pas seulement un rêve, mais de dépasser les limites. Fanon a entendu le mot « non » souvent. Je refuse pas seulement d'entendre le mot « non », mais aussi de me le dire. Je refuse de me dire « non ». Donc le Mississippi, l'Afrique, les voyages, de vivre en France, de faire tout ce que je fais, c'est une façon de dire oui. J'ai envie de faire ces choses, de réaliser mes rêves et d'aller même plus loin. Alors, sur un plan politique, chez Fanon, ça donne ce livre qui s'appelle L'enceinte de la révolution algérienne, où il décrit finalement, à un moment donné de l'histoire, la possibilité d'un peuple de s'émanciper d'une tutelle, qui est celle de la France, voilà, pour faire des choses et être autonome. Voilà, ce qui fait écho politiquement et pour le groupe. Voilà, Fanon, il faut l'isoler, mais c'est quelqu'un profondément qui parle pour le groupe. Hein. Faire des choses, mais autonome, complètement, effectivement. Alors sur le racisme, vous dites s'attaquer au noyau dur du racisme américain est certainement plus facile face à quelqu'un, à grande échelle. En revanche, l'entamer est aussi laborieux que de sculpter du granit. À ce qu'il paraît en tout cas, et je bataille avec cette difficulté comme je bataille avec le fleuve. Voilà ce que vous vous dites aussi quand vous êtes sur le fleuve. Ah bon, finalement... J'ai dit ça ? Oui. C'est vrai que c'est plus facile face à une personne, finalement, que face à une entité, face à une globalité. Oui, mais on ne vit pas face à une globalité, on vit face à une personne ou des personnes. Et c'est à l'autre personne de réagir, de faire comme il ou elle va être. Le problème n'est pas moi. Le problème est dans l'autre. Et je laisse l'autre faire comme il a envie de faire. Si les gens sont cons, j'évite les cons. Si les gens sont sympas, je gravite vers eux. Et c'est tout simple comme ça. Est-ce que vous pourriez, Eddy, nous lire le début juste de votre livre pour comprendre effectivement ce magnifique livre à couverture écrit orange, par ce fantastique aux éditions de Lana Lévy. Juste pour dire que vous parlez très bien français, puisque vous vivez en France depuis quelques années, chichi, très bien, mais que vous écrivez toujours en anglais. Oui. Et juste citer la traductrice, c'est important, Pascale-Marie Deschamps, qui a traduit votre texte. Traduction formidable. Absolument, je suis complètement d'accord. Oui. Le Mississippi est accablé des fardeaux de la nation. Large à Saint-Louis où j'ai grandi, le fleuve coule dans ma mémoire brun
et lourd et lent, oisif en apparence, mais toujours occupé par des barges et des remorqueurs, toujours au travail comme mon père, toujours en mouvement, terrible et intimidant. Tout petit déjà, je regardais le fleuve, tout jeune pour comprendre que les barges chargées de céréales et de charbon ne sont pas le seul fardeau du Mississippi, qu'ils charrient aussi péché et rédemption, rêve, aventure et destin. Enfant, je craignais le fleuve et le respectais plus que je ne craignais Dieu. Adulte, je le crains davantage encore. À chaque fois que ma famille projetait une excursion sur l'autre rive, et je devais en être, je faisais des cauchemars pleins de cris. Ce vieux Veterans Bridge paraissait si précaire et branlant. Mon imagination fabriquait une passerelle délabrée et chancelante aux vieilles lattes en bois, étroites, pourries et fragiles, sans le moindre support de béton pour l'étayer. La misérable construction tenue par des poutrelles métalliques anciennes et rouillées, bosselées et corrodées par l'oxydation, alors qu'elle aurait dû être brillante et noire. Le pont oscillait dans le vent, prêt à s'effondrer à l'approche de la voiture qui nous emmenait, ma famille et moi. Puis nous plongions dans le vide après avoir fracassé la frêle rambarde en bois et nous piquions vers le fleuve. Tout le monde criait, sauf moi. Je me bouchais les oreilles et j'attendais le plouf. Il n'est jamais venu. Je me suis toujours réveillé, toujours en vie pour rêver ce rêve encore et encore, dans mon sommeil, mais aussi quand nous traversions le fleuve. Son lit était plein de poissons-chats géants et d'alligators, de plaques de glace et d'arbres que, souvent enragés et monstrueux, il avait arrachés aux rives dans sa course. Le Mississippi, puissant, boueux, dangereux, rebelle, et pourtant fort et paternel. Le fleuve s'est emparé de mon imagination, dans ma jeunesse, et ne l'a jamais relâché. Aussi loin que je me souvienne, je voulais en faire partie autant qu'être un héros, robuste, courageux et infatigable comme lui, occupant une telle place dans la vie et le monde qu'on ne pourrait m'ignorer ou m'oublier. Je m'asseyais sur la digue et regardais les eaux troubles descendre pesamment vers la mer, et je rêvais des villes et des cités traversées par le fleuve, des fermes, des champs, des ponts, la magie de débris ramassés ici, déposés là, et des autres rivières en chemin, Ohio, Illinois, Arkansas, embarquant tout pour un magnifique voyage jusqu'au golfe du Mexique et au-delà. Moi aussi, je voulais partir. Tremper d'abord mes orteils dans l'eau pour la tâter, puis y entrer tout entier, m'accrocher à n'importe quoi, flotter, laisser le fleuve m'abandonner n'importe où, puis me reprendre et m'emporter. Ou je m'en fichais. J'avais juste envie de partir. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Maintenant, je suis adulte. Mes parents ne peuvent pas m'en empêcher. J'ai cet âge magique, 30 ans, où un homme s'arrête pour faire le bilan de sa vie et repense à tous ses rêves de jeunesse qui ne se réaliseront pas. Pas d'ascension de l'Everest, ni de sélection chez les Yankees, ni de grands romans américains. À la place, la réalité, femme, bébé et emprunt, retraite, sécurité. Pas de risque, plus de chutes, plus de genoux écorchés, pas grands échecs. Je me suis dit, est-ce la fatalité? Je n'ai jamais eu peur du ridicule et je ne crains pas l'échec. J'ai décidé de descendre le Mississippi en canoë et de découvrir de quel bois j'étais fait. C'est ce qu'on disait effectivement. Merci beaucoup, Eddie Harris. Quand vous partez à 30 ans, je le disais, après 7 années d'échec en tant qu'écrivain, c'est pour voir effectivement de quel bois vous chauffez.
C'est aussi pour réaliser un rêve d'enfant, hein, comme ces marins face à la mer qui rêvent eux aussi de partir. Mais c'est plus que tout, c'est ce qu'on dit peut-être depuis le début, c'est faire partie du pays. C'est faire partie aussi entièrement de cette nation. Le fleuve, c'est la nation. Et puis c'est aussi se mettre dans la lignée peut-être d'autres grands écrivains, vous les citez, Hemingway entre autres. Oui. C'est aussi être dans cette lignée d'écrivains voyageurs. Il y avait ça aussi, mais n'oublions pas que c'était le but du voyage n'était pas de faire le livre, mais de voir de quel bois j'étais fait, de voir ce que j'avais à l'intérieur de moi, la force, la possibilité de vivre seul pendant quelques mois et de faire cet exploit. C'était ça qui était à la base du voyage. Un exploit sportif qui finalement a permis de faire l'écrivain que vous êtes. Oui. La physicalité du voyage était très importante. De faire la même chose en voiture, ou même dans un bateau à moteur, plus du tout le même poids. Alors, et cette question noire qu'elle a depuis le début, finalement, qu'est-ce que vous avez dit à Robert quand vous êtes rentré de cette fameuse question inquiétude ou peur? Je suis même pas sûr que c'était une question inquiétude ou peur. C'était plutôt une question de est-ce que tu es conscient à ce que tu vas confronter. Et il m'a en fait donné la permission de confronter la possibilité de peur. Parce que les autres amis ont dit oh, non, c'est pas possible de faire ça. Mais Robert, en posant la question, en fait, m'a poussé de faire le Mississippi. Alors que les amis au départ vous disaient non, tu es fou, ne fais pas ça. Merci à Robert. Merci, absolument, merci Robert. Mais merci à eux aussi, parce que sans ce défi, peut-être j'aurais arrêté beaucoup plus tôt. Est-ce que, justement, Fanon, le fait d'être allé sur le terrain et d'être acteur a permis aussi d'être l'écrivain qu'il était? Est-ce que finalement ça passe aussi par le physique? En permanence. Chez Fanon, il n'y a pas de littérature sans corps, mais de littérature, je dirais, tout de suite, immédiate. Alors, Fanon dictait ses textes, voilà. Il y a aussi une lettre extraordinaire à son premier éditeur, Francis Janson, éditeur au Seuil, de Peau noire masque blanc, et il lui dit en substance, il lui dit, par écrit donc, il lui dit « Chaque point d'interrogation, chaque signe de ponctuation me mord, et je m'en imprègne. » Donc la physicalité du langage, elle est tout de suite chez Fanon. C'est quelqu'un qui est excessivement corporel. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Le corps est à la source. Alors il finit Peau noire masque blanc en disant « Oh mon corps, fais toujours de moi quelqu'un qui interroge. » Voilà. Il est gamin. Le bouquin a été publié au tout début des années 50. Il est né en 25. Il a 26 ans. C'est un surdoué, Fanon. C'est une comète. Voilà. J'espère que cette bande dessinée le fera un petit peu connaître auprès peut-être des jeunes lecteurs. C'est un écrivain extraordinaire. À titre personnel, je faisais cette réflexion. Moi, j'ai été prof il y a fort longtemps. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors peut-être que ça a été fait, mais pourquoi on ne donne pas une page ou deux de Peau noire masque blanc au baccalauréat de français? Et là, ça ferait cogiter un petit peu les petits Français, voilà, les jeunes lycéens. Voilà. Et Diaris, vous avez lu Fanon ou pas? Non, pas du tout. C'est ce que j'allais dire en fait, que les Noirs aux États-Unis pensent que la question noire ou la question blanche est centralisée sur les États-Unis. On ne pense pas aux autres Noirs dans ce monde. Comme de même façon, on pense, quand on parle de la lutte pour les droits civiques, on pense plutôt à Martin Luther King et pas à toutes les autres personnes qui sont impliquées dans cette lutte. Donc le problème est un problème mondial. Il faut, je pense, lire. Il faut que moi, je lise aussi Frantz Fanon, grâce à Frédéric. Merci. Et, comment dire, Fanon, dès 66, naissance des Black Panthers, a été beaucoup lu, et encore aujourd'hui aux USA, et actuellement, il est extrêmement lu. Fanon est partout à la fois, ce que je disais. Et ça, je crois que c'est lié aussi à sa première détermination, qui est d'être créole. Voilà. Il est antillais, d'une manière ou d'une autre, il est français, il est algérien, il est africain, il est américain aussi. Ce pays de lyncheurs, comme il disait. Mais en même temps qu'il disait que c'était un pays de lyncheurs, il lisait Chester Himes, qu'il analyse. Fanon avait un talent de critique littéraire. C'est pas n'importe qui, Fanon, attention. Hein. Fanon a un génie de critique littéraire dont il témoigne dans Peau noire masque blanc, en analysant Chester Himes. Et aujourd'hui, par exemple,
la personne qui s'occupe des droits des traductions aux éditions La Découverte, qui a publié ce livre et qui publie Fanon, après François Maspero, m'a dit que Fanon était extrêmement lu au Brésil. Voilà. Au mois d'août 61, quand Sartre lui demande où il va aller se faire soigner, il refuse d'aller aux États-Unis et il dit effectivement pays de lyncheurs. Et il ira quand même quelques mois plus tard pour... C'est dur. La fin de Fanon est extrêmement cruelle. Alors la CIA était pas très loin de lui. On sait qu'un agent de la CIA, voilà, l'a plus ou moins accompagné quand même à Bethesda, en fait, en banlieue de Washington. Et vous voyez, Fanon a aussi ce côté bouleversant de coïncider avec l'histoire. C'est que Fanon meurt, il a pratiquement en main il a Les damnés de la Terre et donc la préface de Jean-Paul Sartre. Et surtout, quelques mois plus tard, ce sont les accords d'Évian et donc l'engagement du processus d'indépendance algérien. Fanon, il a un côté fusionnel avec le sens même de l'histoire. Il a un côté martyr, en fait, d'une certaine manière. Vous voyez, il paye l'addition. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'écrivains qui ne payent l'addition, en fait. Voilà. Eddy a tenté de la payer. Voilà. Mais c'est peut-être le Mississippi qui lui a dit « Pour toi, mon pote, c'est gratos. » Voilà, t'as eu ta chance. Voilà. En tout cas, Fanon, qui a Il paye dans son corps, à un moment. Il a payé quelque chose. Et qui a vécu cette aventure africaine assez incroyable. Frantz Fanon, Frédéric Siriès et Romain Lamy pour les dessins aux éditions La Découverte. Merci beaucoup, et puis, Sarah. pour lire l'aventure du Mississippi par Eddie Harris, Mississippi Solo aux éditions Liana Levy. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. La librairie à la une, c'est plutôt une librairie généraliste. On a vraiment tous les types d'ouvrages. On va avoir tout ce qui est société, tout ce qui est roman historique, tout ce qui est thriller, polar, roman en plus d'amour. On a vraiment de tout. Pour enfants, c'est pareil, on a pour tous les âges. On a de la presse aussi, on a tout ce qui est presse. On a de la papeterie également. La librairie qui existe depuis longtemps, mais qui a été relancée sous une autre forme, à savoir à la une. Anciennement, c'était la Maison de la Presse. Et depuis 6 ans, et on est ravis de pouvoir toujours entretenir ce lieu de vie. On accueille vraiment toutes les personnes. On accueille des personnes qui viennent chercher le journal le matin. Donc c'est les personnes peut-être un peu plus âgées. On a vraiment les jeunes qui aiment beaucoup venir parce qu'il y a tout ce qui est manga, tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est bande dessinée, choses comme ça. Vraiment tous les âges en fait. Une famille peut venir au complet, elle trouvera toujours ce qu'elle veut, que ce soit en magazine, en livre, même en petits jeux pour enfants, des petites choses comme ça, elle trouvera toujours. Pour nous, notre couleur un peu sur la librairie, c'est un petit peu de mettre l'accent sur le régional parce que c'est assez cohérent avec notre offre. D'ailleurs, on édite aussi un peu des livres et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Haute-Marne, quand on creuse un peu, est un berceau d'éditeurs historiques. On a beaucoup d'éditeurs qui ont pris leurs racines ou qui ont débuté leur activité ici. C'est assez connu. Ça peut aller de Belin à Thiers, Flammarion, Albin Michel. On a envie d'être un petit peu un point de repère pour ça aussi. Le salon du livre, moi je trouve que c'est quelque chose de très bien à Chaumont parce que vraiment oui, ça fait venir des gens qui habituellement ne vont peut-être pas spécialement dans les librairies, mais vu qu'il y a des auteurs qui viennent, effectivement, ça les fait venir et puis ça les fait bouger un peu, puis ça fait une activité à Chaumont en plus. Donc du coup, moi je trouve ça vraiment super. C'est agréable autour du livre de voir autant de gens se réunir, tant pour les auteurs qui viennent que pour les lecteurs et aussi pour nous en tant que libraires d'essayer de montrer un peu que sur Chaumont, on arrive à tenir une offre générale, complète, assez vaste. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Matisse, je suis auteur-illustrateur. Ma particularité, c'est que je fais des livres pour les tout petits, ça va jusqu'au collège. Donc je peux être amené dans les écoles à rencontrer vraiment des petits et puis des collégiens.
J'ai commencé par faire de la bande dessinée, je voulais faire que ça au départ. De la bande dessinée pour les grands, ça ne marchait pas du tout. Petit à petit, j'ai travaillé comme illustrateur pour la presse et petit à petit pour la presse jeunesse. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire, enfin qu'il y avait des trucs qui me faisaient marrer en fait. J'ai eu l'opportunité de faire des livres, un livre pour enfants, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était pas dessiner, c'était vraiment raconter des histoires. Alors que vraiment au début, je pensais que mon truc, c'était que le dessin. Plus le temps passe, en fait, plus je suis dans les histoires. C'est vraiment ça qui me motive le plus. Ensuite, on va faire le museau. Alors comme c'est un ours, regardez bien. Je pars au-dessus du nez. Et ensuite en dessous, comme ça. Et je fais un truc comme ça, et je reviens, et stop, je m'arrête. Les enfants donc, ont travaillé sur certains de mes livres, ils posent des questions, je leur explique des choses, je leur montre comment dessiner, etc. J'aurais fait un dessin, ce que j'appelle un dessin accompagné. Donc je fais un dessin petit à petit, et puis eux, ils le font. Et ensuite, j'aurais expliqué un peu la peinture, les couleurs primaires, etc. Et enfin, à la fin, j'ai un petit jeu qui était assez court parce que je peux développer plus. Parce que je fais vraiment un parallèle entre l'écriture et le dessin. J'aime bien expliquer que l'écriture, c'est du dessin à la base. À la base, on apprend à dessiner des lettres. Et l'écriture, c'est vraiment autre chose que que dessiner des lettres. L'écriture, c'est vraiment raconter quelque chose. Je me souviens de la première rencontre scolaire que j'ai faite, ça devait être une catastrophe. C'était dans une médiathèque et les enfants me posaient des questions et je lui dis oui, non, je sais pas. Et voilà, et puis après je faisais un dessin, puis je m'en allais. Et puis finalement, après j'ai quand même réfléchi, je me suis dit non, c'est un peu léger. Et j'ai réfléchi après, oui, mais quand ils me demandaient mais pourquoi vous faites des livres, je ne savais pas. Et franchement à l'époque, je ne m'étais même pas posé la question. Quand je fais des livres pour les petits, pour moi, faut pas être démonstratif. Parce que même au niveau du dessin, je pourrais faire des trucs, on va dire des trucs de fou. Mais pour les petits, s'ils n'arrivent pas à lire mes images, ça n'a aucun intérêt. Donc là, on est vraiment au service d'une histoire et peut-être au service d'un public. Ce qui n'est pas le cas quand on fait des choses pour les plus grands. Alors, la peinture qui s'appelle, que je prends là, ça s'appelle de la gouache. Et c'est c'est une peinture à l'eau. Ça veut dire quoi, peinture à l'eau? C'est une peinture à l'eau. La peinture pour que ce soit bien beau. Alors, c'est pas exactement pour que ce soit bien beau, mais c'est pour qu'elle se mélange avec de l'eau, effectivement. C'est ça la peinture à l'eau. Moi, je les envie parce que je me suis dit, mais si moi, petit, j'avais eu quelqu'un comme moi qui serait venu dans la classe, j'aurais su tout de suite quoi faire de ma vie. Moi, j'ai mis très longtemps à savoir ce que je voulais faire. J'imaginais pas une seconde que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Le livre, j'en suis persuadé, c'est vraiment un objet qui est parfait. Il n'y a pas besoin de pile, il n'y a pas besoin de connexion. C'est vraiment un truc parfait. Pour moi, c'est un truc c'est indémodable, quoi. Je vois souvent les livres dans les bibliothèques, quoi. Il y a des auteurs qui sont d'autres pays, qui sont anciens, qui n'existent plus. Mais il suffit d'ouvrir le livre et pour faire revivre une histoire, enfin, c'est génial. À vous signaler que les ouvrages de Frédéric Sirias et Édile Harris et aussi l'ouvrage de Matisse sont disponibles dans votre médiathèque Les Silos et au sein des 3 librairies chaumontaises à la Une, Apostrophe et le Pythagore. Merci beaucoup.